Bonjour à tous et bienvenue sur la 3. On se retrouve ce dimanche encore pour un autre tour d'horizon de l'actualité. Et cette fois, on parlera du retour de la dictée matinale dans les écoles du littoral. C'est une note de service qui l'Institut et justement la signataire de la note est ici. Elle s'appelle Alphonsine Gansa. Elle est la directrice départementale des enseignements maternels et primaires. Puis, un invité politique, vous le connaissez sans doute, il porte désormais l'étendard du bloc républicain après avoir rompu notamment les amarres avec le parti, la Force Corée pour un Bénin émergent. Il a décidé de poser ses valises au sein de la mouvance et vous comprendrez pourquoi. Laurent Delors Faton attend également donc d'être reçu, tout comme Jean-Claude Amoussou, alias Oncle Bazar, dans la rubrique Invité Culture. On parlera du cinéma au Bénin. Voilà pour notre menu du jour. Et comme toujours, on démarre tout de suite avec le mini-journal. À la une, Cotonou abrite depuis le 11 octobre 2023 la rencontre annuelle de l'Association internationale des maires francophones. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de ces 4 pays se retrouvent au Bénin. Après 3 jours d'assises, les maires francophones ont procédé à l'ouverture ce vendredi 13 octobre de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Et puis, par à coup, après Cotonou, où la Cour d'appel effectue sa rentrée judiciaire au détour d'une audience solennelle en présence de magistrats, de responsables de la police républicaine et des leaders religieux, la Cour a lancé ses activités au titre de l'année 2023-2024. Toujours en titre, la littérature béninoise s'est enrichie d'un nouvel ouvrage, œuvre de plusieurs auteurs. Le chef-d'œuvre signé est lancé ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Cotonou abrite depuis le 11 octobre 2023 la rencontre annuelle de l'Association internationale des maires francophones. Plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de ces 4 pays se retrouvent au Bénin. Il sera procédé ensuite à l'ouverture ce vendredi de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Voici le compte-rendu de la cérémonie. C'est dans la majestueuse salle rouge du Palais des Congrès que s'ouvre la 43e Assemblée générale de l'AIMF, venue de tous les horizons francophones pour porter haut les aspirations des villes francophones en réunissant les destins et en faisant respecter les diversités. Cela fait un peu plus d'une année que le Bénin a été choisi pour abriter cette rencontre au plus haut niveau de la coopération décentralisée à l'échelle mondiale. Le maire de la ville de Cotonou a saisi cette occasion pour exprimer sa reconnaissance à tous les acteurs pour leur accompagnement. C'est une page importante de l'histoire de l'AIMF qui s'écrit à Cotonou au vu des grandes décisions qui seront prises. Je voudrais remercier le bureau de l'AIMF pour avoir choisi Cotonou il y a de cela un an à Abidjan. Nous apprécions cet honneur à sa juste valeur. Merci de permettre à la ville de Cotonou d'être le cadre de réflexion et de prise de décisions importantes qui feront date dans les annales de l'histoire de notre organisation commune. Dans un élan de solidarité et de mutualisation de nos connaissances, de nos ressources, pour porter loin la voix des maires qui n'est rien d'autre que la voix de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Oui, les maires peuvent revendiquer haut et fort cette proximité avec les populations qui leur donne toute la légitimité pour contribuer aux prises de décision sur la gouvernance du monde. Face aux défis de la coopération au développement, l'AIMF s'arme davantage pour aller plus loin dans l'approfondissement de son modèle qui donne la priorité à l'expertise du Sud, qui permet de soutenir les programmes innovants voulus et mis en œuvre par les municipalités. Les questions des changements climatiques, de l'insécurité dans les pays francophones sont les autres sujets auxquels le Congrès tente d'apporter des solutions. Le plaidoyer que nous portons maintenant depuis longtemps, quasiment 10 ans, et un plaidoyer qui commence à porter ses fruits. Et oui, petit à petit, la voix des villes
et davantage entendu, je dirais même écouté. Et j'ai pu le constater lors de mon déplacement le mois dernier à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet sur l'ambition climatique. Le rôle des villes est vital, nous le savons, en temps de catastrophes et de conflits. Et malheureusement, ces derniers mois ont compté beaucoup de catastrophes et de conflits. En témoigne la mobilisation de notre réseau pour venir en aide après le dramatique tremblement de terre qui a frappé le Maroc il y a quelques semaines. Pour l'étape de Cotonou, l'art est le sujet innovant ajouté à la liste des débats. Certains pourraient se dire c'est peut-être décalé, en fait pas du tout. Le langage universel qui est le langage des artistes, le langage de l'art, est d'abord le langage de l'émotion, un langage universel et un langage de paix. Et donc si nous nous retrouvons ici à Cotonou pour parler de culture et d'art, c'est parce que nous prônons aussi la paix. Les discours précédents ont montré tout à l'heure, ont beaucoup parlé de culture. Et la culture est au cœur de ce que nous essayons de porter ici au Bénin. Et j'espère que pendant ces 3 jours, vous avez eu la chance de découvrir la nôtre, celle du Bénin. Le président de la République a l'habitude de dire que le Bénin est un pays de culture vaudou. Et j'espère que vous aurez eu la chance de connaître et d'apprendre à propos du vaudou. Le vaudou, c'est la paix. Au cours des assises, la détermination et la bravoure de la femme francophone a été distinguée. Le prix de cette année revient à l'ancienne maire de la ville de N'Djamena, la conseillère Mariam Dime Ibet du Conseil national de transition du Tchad, pour sa participation à la vie politique et publique. Et justement, dans le cadre de ce 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, une signature de convention est intervenue ce samedi à l'Association nationale des communes du Bénin. C'est une convention entre le président des élus locaux contre le paludisme basé en France, le coordonnateur Pays SPIC, UP Africa et l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif vise à renforcer les liens de coopération afin de bien lutter contre le paludisme. Suivez ce reportage réalisé par Mathias Ungadi et Moufid Sabouran. Zéro palu, je m'engage, c'est le but de la convention qui est signée entre le président des élus locaux contre le paludisme de la France, le coordonnateur Pays Speak Up et l'Association nationale des communes du Bénin. Le partenaire veut appuyer les maires au niveau local à travers des plaidoyers auprès des institutions internationales afin de mieux lutter contre le paludisme. Nous, notre action au sein des élus locaux contre le palu, c'est d'abord des questions de plaidoyer au sein de l'hémicycle et du Parlement français. C'est une action de plaidoyer également au niveau de l'Union européenne. La deuxième action, c'est de faire en sorte que, au sein des institutions comme le Fonds mondial, que la quote-part dédiée à la lutte contre le paludisme soit en augmentation. La troisième action, c'est de tisser un réseau d'élus locaux à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et on est heureux que ce soit au Bénin, qu'on pose la première pierre au Bénin. Et c'est de faire en sorte que chaque élu local, dans sa communauté, chaque maire puisse dédier un adjoint, un conseiller municipal ou autre aux questions de santé publique. Les maires du Bénin réunis ce jour s'engagent aux côtés de l'Association France des élus locaux contre le paludisme, décident de créer au sein de l'ANCB l'Alliance des maires du Bénin contre le paludisme afin de mieux lutter contre ce mal. Conscient des efforts du gouvernement de notre pays, le Bénin, prenant en compte les chantiers ouverts par l'Association française des élus locaux contre le paludisme, prenons l'engagement d'intensifier la sensibilisation auprès des populations pour l'observance des mesures de prévention en toute saison. Malgré les efforts que fournit
le gouvernement du président Talon à travers le ministère de la Santé, le Bénin fait partie des 15 pays affichant le taux le plus élevé des cas de paludisme et de décès. Le président de l'ANTB a profité de cette occasion pour remercier les maires pour tous leurs efforts dans le cadre du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Pour l'union sacrée que nous avons réalisée autour de ce congrès, c'est à l'honneur de nous tous. Je suis heureux quand le bureau de l'AMF a estimé qu'au Bénin, ils ont vécu un congrès qui pourrait appeler zéro faute. Et ça, c'est grâce à nous tous ici présents. Le nombre de décès a également chuté de 8%, passant de 0,91% à 0,84% pour 1000 habitants à risque. Le taux de possession de moustiquaires imprégnés d'insecticides aussi est passé de 25% en 2006 à 92% en 2017. À la fin de la convention, les maires se disent satisfaits et attendent des actions concrètes afin de mieux lutter contre cette maladie qui préoccupe les autorités du Bénin. Voilà, séance d'échange entre les membres du Conseil économique et social et le ministère du numérique et de la digitalisation, la cybercriminalité au Bénin. État des lieux et perspectives, c'est autour de ce thème que se mènent les réflexions. Le but de ce rendez-vous est de définir des stratégies pouvant permettre d'éradiquer le phénomène. Les travaux sont déroulés ce jeudi 12 octobre au siège de l'institution à Cotonou. Les précisions avec Ingrid Day et Eder Hunkwevi. Est-ce que vous pensez, Madame la Ministre, que la question de la cybercriminalité est encore une question nationale, dans le sens où les acteurs, instigateurs ou qui font des victimes travaillent uniquement sur les territoires nationaux, où il y a déjà des réseaux qui se forment entre pays pour apporter des réponses à ces différentes préoccupations des membres du Conseil économique et social relatives à la cybercriminalité au Bénin. C'est à cette tâche qu'est conviée la ministre du Numérique et de la Digitalisation au cours de cette plénière, ici même au siège de l'institution. Le but de cette séance d'audition est de réfléchir à des stratégies pouvant éradiquer la cybercriminalité au Bénin. Nous avons dématérialisé des procédures pour les mettre à la disposition des populations, des entreprises, et nous voulons que les gens s'en servent. Mais quand les personnes qui doivent donc utiliser ces outils ont peur d'y aller parce qu'elles ne savent pas ce qu'on fera de leurs données, elles ne savent pas comment les interactions ou les transactions qu'elles font en ligne vont être utilisées pour leur nuire, nous sommes préoccupés. Quand Internet sert et les réseaux sociaux et tout autre outil servent à véhiculer de fausses informations, nous sommes préoccupés. Quand Internet devient un outil pour spolier, pour en fait dépouiller les gens de ce qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, nous sommes préoccupés. La cybercriminalité au Bénin, état des lieux et perspectives, c'est autour de ce thème que s'animent les réflexions. À tour de rôle, les conseillers ont opiné sur la thématique tout en faisant des recommandations pouvant conduire à l'éradication du phénomène. La séance est également marquée par le témoignage des conseillers victimes de la cybercriminalité. Notre pays n'est pas épargné par ce nouveau mode de délinquance qui prend beaucoup plus la forme d'une escroquerie s'effectuant à travers divers canaux. L'analyse de l'impact socio-économique de ce fléau et des propositions de solutions pouvant servir à atténuer l'ampleur du phénomène est devenue vraiment complexe et difficile. La séance d'échange a permis au ministre du Numérique et de la Digitalisation et son équipe de rappeler aux conseillers les actions menées par son département pour endiguer le mal, les modes opératoires du cyberescroquerie et les dispositifs législatifs et réglementaires mis sur pied par l'État béninois dans ce sens ont été également dévoilés à l'occasion. Justice, à présent, la Cour d'appel de Cotonou a
la Cour d'appel de Parakou, à la suite de la Cour d'appel de Cotonou, effectue sa rentrée judiciaire ce mardi 19 octobre. C'est au détour d'une audience solennelle en présence du corps magistral, des responsables de la police républicaine et des leaders religieux. La Cour a lancé ses activités autour de l'année 2023-2024. Suivez le point à travers cet élément que nous propose Fidélia Biaou. Justice et conflits fonciers, application de la loi, c'est le thème de l'année judiciaire 2023-2024 qui vient de s'ouvrir à la Cour d'appel de Parakou. C'est à travers une audience solennelle qui a eu lieu ce mardi. Elle a réuni les acteurs de la justice, les tribunaux sous le ressort de la Cour d'appel de Parakou. La rentrée judiciaire a également servi de canal d'échange entre les acteurs et pour le bilan de l'année antérieure. La loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par les lois successives, dispose en son article 18, alinéa 1er, ce qui suit. La rentrée judiciaire est marquée par une cérémonie solennelle au niveau de chaque cour d'appel. Monsieur le Premier Président, c'est donc pour sacrifier à cette exigence que vous avez convié ici, femmes et hommes, pour se voir expliquer le sort que la justice, sous l'application stricte de la loi, réservera aux conflits fonciers qu'ils engageront sous l'égide de la balance et du glaive. Le président de la Cour d'appel de Parakou s'est fixé des objectifs nobles pour cette nouvelle année, notamment celui de traiter tous les dossiers liés aux conflits fonciers. Occasion pour lui de rendre hommage aux magistrats honoraires et les feux acteurs de la justice au Bénin. J'ai une pieuse pensée pour ceux d'entre eux qui ne sont plus avec nous. Je vais citer Feu Corvis Sévérin, premier président de cette cour à sa création, et Feu Pascal Daquin. Ces sommités de la justice béninoise qui nous ont quittés, le personnel de la Cour ne les oubliera jamais. La Cour vise une performance instance zéro dossier sur le foncier. Elle prend aussi l'engagement d'œuvrer pour une année judiciaire de paix et de grandes réalisations. Célébration ce jeudi à Nati Tengu de la 30e édition de la Journée mondiale de l'enseignant. Une initiative qui vise à reconnaître la place de ces hommes et femmes sur qui repose, de par leur travail, l'éducation de toute une nation. Au cours des manifestations marquant cette journée, plusieurs enseignants ont été récompensés pour diverses raisons. Voici le reportage de Régis Hippolyte Sagosou. C'est l'exécution de l'hymne national en langue otamari qui a lancé les manifestations officielles de la Journée mondiale des enseignants édition de 2023. Ils sont donc venus de tous les départements du Bénin, ces enseignants, pour célébrer en différé dans la cité de Nanto cette fête à eux dédiée. C'est une occasion pour rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants et faire remarquer le rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux. L'enseignant est un être à part qui ne peut vivre à part pour s'épanouir. Vous êtes des catalyseurs de changement, des créateurs et des facilitateurs du savoir. Car c'est à vous et à nul autre qu'il revient de former les ressources humaines de la nation. Je voudrais marquer ma reconnaissance et mon soutien à tous les enseignants et particulièrement à ceux en poste dans les localités sous menace sécuritaire. Commémorer le 5 octobre de chaque année, l'occasion de cette célébration a permis aux hommes et femmes de la CREI, en présence des 3 ministres en charge de l'enseignement, de faire le point de leur situation de travail et surtout d'énumérer quelques doléances. Nous continuons à plaider en faveur d'une profession enseignante digne et reconnue à sa juste valeur. Et pour ce faire, nous profitons de la présente célébration pour demander le paiement en urgence des primes de rentrée aux OMI, la jouissance des rappels sur salaire aux ayants droit, le reversement sans test en ACDPE
des AME ayant totalisé au moins 3 ans d'ancienneté. La prise des décrets d'application permettant aux agents bloqués à l'échelon 11 d'évoluer de 12 à 15, ou tout au moins de procéder à leur intégration. Des doléances reçues par tous les ministres de l'enseignement et qui n'ont pas empêché leur porte-parole, tout en revenant sur les efforts déjà consentis par le gouvernement, de féliciter leurs partenaires que sont les enseignants pour leur travail quotidien en faveur de la nation. C'est le lieu de louer une fois encore et mettre en exergue le rôle important que joue l'enseignant dans notre société contemporaine, caractérisée entre autres par la mondialisation et les conflits de tout genre qui mettent en évidence le besoin d'une société mieux éduquée. Au nom de mes collègues et au nom du gouvernement, je voudrais exhorter les enseignants à entrer davantage dans un partenariat constructif avec nous, car c'est dans la paix et la concorde sociale que nous allons ensemble relever progressivement tous les défis de notre système éducatif que nous voulons très performant. À cette 30e édition de la Journée mondiale des enseignants, certains ont reçu des lettres de félicitations pour leur performance au cours de l'année passée. D'autres ont été distingués pour les résultats obtenus par leurs établissements aux derniers examens nationaux et plusieurs enseignants admis à la retraite ont été également félicités pour le travail abattu jusqu'à la fin de leur carrière. Littérature béninoise pour clore ce mini-journal L7 enrichi d'un ouvrage, œuvre de plusieurs auteurs. Il a été officiellement lancé ce 13 octobre à l'université d'Abomey-Calavi. Le point de la cérémonie avec Esther Toffa et Jocelyn Bariga. Des marchés pharmaceutiques en mutation dans les Suds entre régulation locale et globale. C'est le titre de ce nouveau bijou littéraire présenté au public dans la matinée de ce vendredi 13 octobre 2023. 3 expressions définissent mieux cet ouvrage de plusieurs auteurs. Recherche disciplinaire, sociologie anthropologique et épidémiologie. Une démarche pluridisciplinaire concrète. Chacun devait travailler sur son champ, épidémiologie, pharmacie, anthropologie, sociologie, mais nous devons trouver un pont et faire une convergence. Nous devons converger. Nous devons converger du point de vue de la démarche méthodologique. Nous devons converger du point de vue conceptuel, théorique. Nous devons converger aussi du point de vue des résultats à présenter. Fruit de recherche entre 3 pays du Sud, à savoir le Bénin, le Ghana et le Cambodge, cette œuvre scientifique s'est intéressée au marché des médicaments, surtout ceux contre le paludisme, et à sa régulation selon les pays et leur législation. On voit à la fois la mise au point de ces produits à travers plusieurs acteurs, notamment plusieurs acteurs de différents pays des Suds, comme on dit. Ensuite, il y a les différents marchés publics et privés dans lesquels on retrouve des producteurs de différentes parties du monde, notamment en Asie et en Afrique. Et puis on voit également les usages qui sont faits de ces médicaments en automédication et suite à une prescription. Le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi n'a pas caché ses impressions face à l'œuvre de ses pairs. Mes sincères félicitations à toute l'équipe d'anthropologues béninois ayant contribué à cet ouvrage au niveau de notre université. Le professeur Roch Mourin, le professeur Adolphe Passavi, Madame Stéphanie Marmé, doctorante en anthropologie de la santé. Je profite de cette occasion pour féliciter la collègue Karine Basfer pour ses travaux en anthropologie du médicament au Bénin. Le livre disponible au prix de 11 500 francs CFA est au-delà de la collaboration entre plusieurs chercheurs, le fruit d'une collaboration entre les grandes universités du Bénin, du Ghana et du Cambodge. Une séance de dédicace a clos la cérémonie de lancement.
Voilà, retour en plateau. Merci, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Et on va recevoir tout de suite l'invité de la semaine avec la complicité de la régie. On l'installe et on revient. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Voilà, avec nous en plateau, Alphonsine Gansa, elle est la directrice départementale des enseignements maternels et primaires. Alphonsine Gansa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, on va très rapidement entrer dans le vif du sujet. Vous avez fait l'option de bousculer un peu les habitudes pour obtenir des résultats en dictée, notamment une note de service porte votre signature et fait couler beaucoup d'encre de salive. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Quel est le contenu de cette note? Merci, monsieur le journaliste. Et j'ai pris une note en date du 19 septembre 2023 pour insister sur l'activité de la dictée désormais au niveau de notre département dans les cours privés comme publics à Cotonou, surtout au niveau de CM, oui, c'est-à-dire CM1, CM2. Alors, j'ai fait un constat. Oui, c'est sans doute un retour aux bonnes vieilles habitudes, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi est-ce nécessaire, selon vous, de revenir à cette pratique connue par le passé. Merci. Et je suis revenue à cette pratique connue par le passé parce que après les résultats du CEP passé, on a constaté que les enfants, le niveau de langue des enfants a sérieusement baissé. Et en dictée, si je prends le département du littoral, les enfants se sont retrouvés à 0,036% en dictée, comme une note supérieure ou égale à 10. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut initier la dictée pour aider les enfants désormais à corriger cet état de choses. D'accord. Comment ce n'est pas propre au département du littoral, hein, c'est vrai, vous avez pris une initiative pour essayer de corriger. Comment en est-on arrivé là, selon vous? Ce constat qui est général et qui fait état du baisse du niveau de langue au niveau des apprenants. Oui, le niveau des enfants a sérieusement baissé. Et si vous vous rappelez bien, dans ce pays, on faisait dictée éliminatoire au CEP. Mais à un moment donné,
ça a été éliminé. Mais en 2016, le ministre des Enseignements maternels et primaires a réintégré encore la dictée comme épreuve au CEP. Et c'est par la note numéro 1800 du 19 septembre 2016 qu'il a réintégré la dictée comme exercice désormais dans les classes de CI au CE2, au CM2 du moins. Alors, cette activité, nous avions remarqué que les enseignants ne taillent pas autant d'importance à ça. Cette activité ne taille pas autant d'importance à ça. Alors, pour accompagner la note prise par le ministre, nous avions initié une note en date du 19 septembre passé, juste pour pouvoir désormais recadrer mieux cette activité de dictée dans notre département. D'accord. Paradoxalement, malgré ce problème que vous observez, on voit quand même que le taux de réussite au CEP n'a pas varié. Par exemple, au niveau du littoral, on a souvent réalisé les meilleurs scores. Pourtant, vous dites le problème est criant. Oui, je n'ai pas analysé le plan je n'ai pas analysé le taux sur le plan départemental, mais j'ai analysé seulement les disciplines de français. Alors, si je prends la dictée, je viens de vous dire tout à l'heure que nous avons obtenu comme score 0,036%. Alors, si les enfants travaillaient, ça veut dire que le taux de réussite sur le plan départemental pouvait encore plus augmenter. Donc, pour améliorer cet état de choses, nous avions voulu que désormais qu'on taille plus d'importance à cet exercice qui n'est rien d'autre que le carrefour de tous les outils linguistiques. D'accord. Avant la dictée matinale, comment est-ce qu'on préparait par exemple les enfants à cette épreuve-là? Très bien. Je parlais tout à l'heure des outils linguistiques qui ne sont rien d'autre que la grammaire, et la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire. Alors, vous enseignez la grammaire à l'enfant aujourd'hui pour vérifier si l'enfant a effectivement maîtrisé la connaissance. Il faut nécessairement faire passer ça à travers, par exemple, 2 lignes, 3 lignes de dictée demain matin et puis vérifier si ce que vous avez enseigné a été vraiment maîtrisé. Et à partir de là, l'enseignant peut passer déjà son temps à faire la remédiation et l'enfant, une fois, il va acquérir la connaissance pour toujours. Et à force de répéter, l'enfant s'améliore. D'accord. Alors, comment faites-vous pour vous assurer de l'effectivité de cette mesure que vous avez prise? Êtes-vous sûr que ça va être respecté? Oui. Et depuis la semaine de 20, presque tous les enseignants qui gardent CM1 et CM2 font déjà la dictée matinale. C'est vrai, il y a des enseignants qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Madame la directrice, permettez-moi de faire cette dictée-là au cours de la journée, mais pas à 7 heures. J'ai dit, il n'y a pas de souci. L'essentiel est que la dictée soit faite. Alors, je vérifie déjà et puis je vois que c'est effectif. Et nous avons également le corps de contrôle qui est là, qui va rendre compte chaque mois pour qu'on soit sûr que le travail est fait. Le contrôle est-il étendu aux écoles privées? Vous savez, au niveau des écoles privées, c'est un peu la course au programme. On veut très vite finir les programmes. Et ce travail supplémentaire que vous amenez, est-ce que vous allez faire le contrôle au niveau des écoles privées? Merci, monsieur le journaliste. Ce n'est pas un travail supplémentaire au niveau des écoles privées. Les écoles privées faisaient la dictée matinale avant que nous n'introduisions la note passée. Au fait, ce serait juste pour amener ceux qui ne le faisaient pas au niveau des écoles privées à intégrer le groupe désormais, de même que ceux du système public qui ne le faisaient pas. Alors, nous allons contrôler parce que le corps de contrôle a accès à toutes les écoles privées. Donc, nous allons contrôler. D'accord. Est-ce seulement dans le littoral que ça va se passer ou y a-t-il d'autres départements peut-être qui vont faire exactement comme vous? Non, l'innovation a commencé dans le littoral. Okay. Et je pense que quand ça va donner un bon résultat, les autres aussi peuvent initier ça. D'accord. Oui. Madame Alphonsine Gansa, merci d'être passée sur ce plateau. Un appel en direction peut-être des acteurs?
Alors, je remercie tous les enseignants qui font déjà la dictée matinale et j'invite ceux qui ne le font pas à commencer. Et je voudrais aussi passer par ce canal pour remercier tous les parents qui font d'efforts pour envoyer les enfants très tôt à l'école. Je remercie également tous ces enseignants qui se mettent à l'œuvre pour pouvoir appliquer cette note. Et je profite également pour dire merci à tous les partenaires sociaux, les invités à nous accompagner dans cette réforme. Merci encore une fois d'être passé nous voir. Le grand format se poursuit. Mesdames, Messieurs, et place à présent à l'invité politique. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Retour en plateau et cette fois-ci en compagnie d'un autre invité, Laurent Delors-Faton. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau de Canal 3. Vous êtes enseignant, chercheur, maître assistant des universités, CAMES, spécialiste en communication politique, mais vous êtes aussi acteur politique et vous êtes désormais membre du bloc républicain. Vous avez fini par rejoindre la mouvance, mais votre itinéraire retient tout de même un peu l'attention. Vous êtes allé de l'opposition au centre, puis à la mouvance. Alors, que cherchez-vous concrètement? Je n'ai jamais été au centre, j'ai été de l'opposition, après je suis devenu mouvancier. Parce que je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai répété plusieurs fois, LNA n'a jamais été un parti de l'opposition, ni un parti du centre. C'est un parti qui est un parti idéologique. Et je l'avais dit, je le redis encore une fois, la politique béninoise n'est pas assez sur l'idéologie. Et c'est le défi qu'il faut relever. Il faut que l'idéologie dans les statuts, dans la charte des partis politiques devienne une obligation. Et quand on aura une idéologie obligatoire, on pourra situer les partis politiques. Aujourd'hui, on ne peut pas situer les partis politiques par rapport à leur idéologie. La preuve est que personne ne base sa politique sur une idéologie. Et on ne lit pas les gens sur la base d'idéologie, on les lit sur la base de leurs convictions personnelles et de leurs intérêts et autres. Ça veut dire que mon parcours est un parcours logique suivant une ligne que je me suis donnée. Je suis un Béninois, patriote, jeune engagé pour apporter ma contribution au développement de ce pays au regard de ce que le pays m'a donné. Moi, j'ai étudié du CI au doctorat dans les universités privées. J'ai eu la bourse de la première année en 4e année et de mon DEA à ma thèse, j'ai eu la bourse de l'État. Et que l'État béninois m'a tout donné et j'ai eu un seul devoir, apporter en retour ce que j'ai reçu à l'État béninois. C'est le sens de mon engagement. Et quand je l'ai fait, mon parcours n'a jamais été un parcours compliqué. C'est très simple. J'étais FCBE. Et FCBE a eu des difficultés à un moment donné. Certains ont dit qu'ils n'iront pas au dialogue national parce qu'il faut conquérir le pouvoir par d'autres voies. Nous avons dit le pouvoir, on doit le conquérir par les unes et qu'il faut aller au dialogue national. On l'a fait. On a eu des retombées pour le dialogue national. D'autres ont dit qu'il ne faut jamais aller parce que nous sommes les traîtres. J'ai dit, nous suivons la ligne parce que nous sommes dans un pays démocratique, il faut respecter les tests. Ce que nous avons fait. Après, vous êtes là, FCBE m'a suspendu, on m'a enlevé du parti. J'ai compris que je n'étais plus à ma place, il faut aller ailleurs. Avec d'autres amis, on a créé l'ENA. L'ENA a fait son temps. À un moment donné, le parti devait rejoindre la mouvance, mais la mouvance du côté de l'UP. Justement, on va en venir à la démarche de l'ENA par rapport justement à la vôtre.
Vous êtes désormais, en tout cas, membre du bureau politique, membre du bloc républicain. Dites-nous, comment se passe votre intégration là-bas? Je n'ai aucun problème par rapport à l'intégration. J'ai voulu adhérer à un parti politique après avoir fait 8 mois d'observation sereine. Et quand j'ai fini par observer la situation politique nationale, j'ai vu le parti auquel je peux adhérer ne peut qu'être le bloc républicain, pour 3 raisons. J'étais dans l'ENA dans une idéologie qui était le social-libéralisme. Je rejoins un parti libéral. Idéologiquement, la logique se suit. Deuxième observation qui m'a poussé à aller vers le bloc républicain, c'est un parti de jeunes, où je vois que les tests même du parti donnent 30% des postes aux jeunes. Le minimum à avoir dans ce parti, c'est 30% pour les jeunes. Ils peuvent en avoir plus, mais pas moins. Les jeunes, les femmes. Alors, je suis jeune et j'ai toujours fait le combat de la jeunesse. Je me retrouve mieux dans ce parti parce que aucun autre parti politique au Bénin ne donne autant de proportions à la jeunesse. Et quand vous voyez l'animation de la vie politique au sein du bloc républicain, ce n'est que des jeunes. Alors, je me sens à l'aise d'appartenir à cette formation politique. Mais troisième objectif pour lequel je suis parti dans ce parti, je me suis retrouvé dans le bloc républicain, il y a un leadership qui est particulier dans ce parti. Tous les partis politiques béninois ont été dirigés par des hommes politiques ou bien des hommes d'affaires. Mais vous allez voir, ceux qui dirigent le parti bloc républicain, le ministre d'État Ablaye Bechani, il est un technocrate et un politique. C'est un nouveau leadership qui n'existait pas dans l'espace politique béninois. Et je me suis dit, quand vous voyez, le parti a été le parti le plus secoué. Secoué parce que la gouvernance est nouvelle. Les gens ne sont pas habitués à ça. Et on sent qu'il y a comme un vent qui va faire partie le parti. Mais il reste toujours debout comme un roc. Alors j'ai dit, s'il y a un nouveau leadership qui est innovant, qui n'a jamais été constaté par le passé, pourquoi pas aller à cette école? Je me suis engagé juste pour aller aussi à l'école de ce parti parce qu'il y a quelque chose à apprendre. J'ai appris beaucoup de choses, mais je préfère apprendre de nouvelles choses que je n'ai pas apprises ailleurs. Et je suis dedans aujourd'hui pour apprendre cette nouvelle chose. Et je me sens à l'aise. Vous savez, parce que la dernière fois, le parti a fait un congrès extraordinaire. Je n'étais pas à ce congrès, mais j'ai suivi tout ce qui s'est passé. Et vous allez voir que ce pourquoi je suis retourné dans le parti, on me l'a confirmé. Regardez aujourd'hui ceux qui gèrent le parti, comment des jeunes ont intégré des postes élevés dans le parti. Je prends pour exemple simple. Celui qui occupe le poste dans lequel je me retrouve le mieux, c'est le Dr Ogwale Rowarik. Un jeune vice-président du parti politique, chef de communication, pas parler du parti. Vous avez vu là où on a quitté et là où on s'est retrouvé, un jeune qui a fait ses débuts il y a quelques années seulement, à qui on donne une responsabilité pour qu'il puisse prendre le devant de ce parti politique pour attirer d'autres jeunes, afin que nous croyions davantage en nous et que nous sachions qu'on peut nous faire confiance. Cette confiance me réconforte dans ma posture que ce parti peut permettre à la jeunesse béninoise de mieux se positionner et de mieux défendre ses idéologies et de se faire entendre. C'est-à-dire que de mon intégration au parti politique, de l'adhésion à ce jour, chaque jour je me sens à l'aise. Et je suis de Lomé. Et dans mon département d'origine, dans la 20e circonscription électorale ou bien la 19e circonscription électorale, je me sens davantage à l'aise parce que tous ceux qui sont leaders de la 20e ou de la 19e, je suis en permanence discussion avec eux. Quand je prends la 20e circonscription électorale, il y a l'honorable Akouanou Mathias, qui est non seulement un aîné, mais un ami politique, un camarade avec qui je change tout le temps. Je sens que les gens ont ouvert les bras pour m'accueillir. Le reste dépend de moi. D'accord. Alors, le parti est justement, le reste dépend de vous. Le parti est en tournée. Et actuellement, a-t-on dit, remobiliser la troupe? Pourquoi, selon vous, a-t-on senti le besoin de remobiliser la troupe? Si vous observez la politique béninoise, 2026 s'annonce incontestablement. Ce n'est pas que le chef de l'État a fini son mandat. Il est en plein mandat. Mais les partis politiques ont l'obligation d'animer la vie politique, de conquérir le pouvoir d'État. Ça veut dire qu'à 3 ans des élections, il faut que les entraînements commencent. C'est simple. Vous allez voir que tous les partis font des mouvements. On s'entraîne. On prépare progressivement les échéances à venir. Parce qu'en 2026, il y aura 3 grandes échéances, les élections générales. Si un parti veut aller conquérir le pouvoir dans 3 ans, il est impératif que le parti aujourd'hui commence par s'engager progressivement. Commence par préparer le terrain. Ce n'est pas encore le match, ce n'est pas encore le grand challenge de 2026 qui s'annonce, mais on fait les entraînements progressivement pour que d'ici 2024, 2025, on ait en place un système qui soit capable d'affronter les réalités de 2026. Parce que ce ne sera pas une petite affaire. 2026 est un tournant décisif. Parce que si vous ratez les élections communales et municipales et locales, et que vous ratez les législatives et les présidentielles, c'est que vous êtes foutu.
Vous comprenez? Alors l'enjeu est tellement grand. Et pour la première fois dans l'histoire politique du Bénin, il faut que tous les partis se mettent tôt pour pouvoir s'organiser au mieux pour mieux affronter ce combat. Parce qu'il y a aujourd'hui 4 partis politiques au Bénin qui ont quand même des élus. Les FCBE ont des élus au niveau des communes, les 3 autres partis politiques ont leurs élus au niveau de l'Assemblée. Chacun des partis devra tout faire pour non seulement conserver son espace et essayer maintenant de l'agrandir. Alors pour l'agrandir, il faut se préparer tôt. D'accord. Et c'est ce que vous faites actuellement. Mais 2026, quels sont les défis aujourd'hui auxquels le Bloc républicain sera confronté par rapport à 2026? Quelles sont vos attentes justement dans la perspective de 2026? 2026, en tant que parti politique, on n'a qu'un seul objectif a priori, c'est conquérir le pouvoir d'État. C'est l'objectif majeur, parce que si un parti politique de cette envergure, qu'est le Bloc républicain, arrive à avoir des élus communaux, arrive à avoir des députés à l'Assemblée, il n'y a qu'un seul défi qui reste. C'est comment conserver le pouvoir d'État. C'est d'abord l'objectif de tous les partis politiques. Et au sein du Bloc républicain, ce ne peut qu'être l'objectif premier. Comment avoir le pouvoir dans sa plénitude en 2026 pour l'exercer entièrement? Parce que le reste... Cet objectif est-il affirmé au niveau du Bloc républicain? Y a-t-il déjà une démarche? Avez-vous un candidat pour 2026? Il n'y a pas question de démarche. Un parti politique a un calendrier. Et la question de candidature ou pas, il y a un mécanisme interne. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congrès. Le Congrès avait pour un seul but d'apporter des innovations majeures dans les statuts et règlements intérieurs du parti. Ça veut dire qu'on est en train de réorganiser le parti de manière structurelle pour lui le faire asseoir. Vous avez vu, le parti a reçu beaucoup de chocs. Lors des élections législatives passées, le parti a eu beaucoup de chocs. Et quand les chocs sont passés et que le parti a survécu, il aurait fallu quand même obligatoirement revoir tout ce qui n'a pas marché et redémarrer à nouveau le parti. C'est-à-dire que le congrès extraordinaire a permis de pouvoir redéfinir de nouvelles bases structurelles au parti pour lui permettre de résister aux chocs futurs au regard des chocs qu'on a eu pour 2023. C'est-à-dire que d'abord, le premier objectif, c'est comment ces textes qui ont été revus doivent être appropriés par les militants à la base. Parce que ce n'est pas un parti d'élite, c'est un parti de la base, des leaders à la base. Et vous avez vu la démarche de la tournée, c'est simple. Amener les militants à la base à prendre connaissance des nouvelles innovations majeures au sein du parti et recueillir en retour leur opinion par rapport à ces innovations. Là-dessus, justement, vous avez suivi la tournée. Que retenez-vous concrètement? Quels sont les retours que vous avez? Quelle est votre sensation sur l'ambiance globale de la tournée? Il y avait une soif. Les militants avaient soif de rencontrer les leaders. Les militants avaient soif qu'on leur explique ce qui s'est passé à Cotonou la dernière fois. Les militants avaient envie d'exprimer leur ressenti après les élections législatives passées. Et c'est une occasion d'une pierre plusieurs coups. Au moment où on leur fait comprendre les innovations qui ont été apportées au regard des chocs reçus pour les législatives 2023, ils ont eu l'opportunité de vider leur sac, de dire ce qu'il n'a pas marché ou bien ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Et c'est la preuve qu'ils sont engagés pour le parti. Parce qu'ils se seraient partis. Vous avez vu, si vous allez dans certaines circonscriptions électorales, où les gens ont même refusé de faire campagne, ils sont revenus aujourd'hui dans le parti. Ils sont revenus pour faire comprendre leurs inquiétudes et leurs frustrations. Et quand ceux qui sont fâchés ou bien frustrés expriment leur frustration, il n'y a pas de solution. On leur apporte des solutions. On leur apporte des solutions. On les écoute, on les soulage, on les aide à traverser pour aller. Et que ce que je ressens, et qu'il y avait des militants quand même qui étaient dans l'attente de recevoir les leaders et ils ont la chance de rencontrer ces leaders et leur parler. Et ça continue encore, la tournée n'est pas terminée. Oui. Mais les premières impressions sont bonnes parce que ce qu'on a pensé, ce que les leaders du parti ont pensé en allant vers la base, le résultat ne peut qu'être satisfaisant parce qu'aujourd'hui, quand moi j'ai suivi un peu partout et puis chez moi aussi les retours, des gens qui étaient foncièrement opposés à ce qui s'est passé pour les législatives sont revenus au parti et discutent. Et on les a écoutés. Si on les écoute, je pense que les solutions vont être apportées parce que ceux qui sont allés, ils sont allés tous en mission pour le parti. Et vous avez vu, les gens ne sont pas allés dans leur localité exclusivement. On a pris d'autres leaders, d'autres localités pour que l'oreille soit attentive. Vous savez, si c'est entre frères militants de la même zone, ce n'est pas évident qu'ils s'écoutent, qu'ils vident leur sac.
Mais quand d'autres leaders, d'autres régions viennent pour, je dirais, accompagner ceux qui sont sur le terrain, les bouches s'ouvrent facilement et les gens s'expriment. Et c'est clair, les gens ont parlé, ils vont rendre compte à la hiérarchie et les décisions seront prises pour que le parti davantage se consolide. Alors, que va-t-il se passer après la tournée? À quoi faut-il s'attendre? Parce que vous semblez dire qu'il y a un agenda qui est en train d'être déroulé. La prochaine étape, ce sera quoi? Nous sommes en politique, on dit jamais son calendrier. Je pense que les autres partis ne viennent pas dire leur calendrier. Ce n'est pas au Bloc républicain de dire son calendrier ici. Ce qui est sûr. Peut-être pas tout le calendrier, mais juste l'étape après la tournée, il y aura quand même la synthèse des observations sur le terrain et les décisions seront prises en fonction. D'accord. On va changer de sujet. L'actualité politique, c'est également le congrès du Parti Les Démocrates qui se tient depuis hier, d'où votre parti, le Bloc républicain, aurait lancé un appel à l'unité. Qu'est-ce qu'on aimait selon vous? Vous savez, le Bénin est le seul pays que nous avons en partage. On n'aura pas tout dit, nous n'avons que le Bénin en partage. Il faut toujours travailler pour le Bénin. Qu'on soit de l'opposition de la mouvance, qu'on soit centriste ou autre, nous n'avons pas deux pays, on n'a que le Bénin. Tout ce qu'on doit faire pour qu'on préserve les acquis démocratiques, qu'on préserve les acquis de liberté, qu'on construise ensemble un pays où il fait mieux vivre, nous devons l'entendre autour de ses intérêts. On peut s'opposer sur la manière de conquérir le pouvoir démocratiquement, même pas s'opposer sur la manière de développer le Bénin. On peut s'opposer sur la manière de consolider la démocratie, sur la manière de faire asseoir un pays de paix. On peut être d'accord avec tout ça, mais cela dit, ça reste quand même une sorte d'utopie, cette unité entre deux partis, un parti de la mouvance et un parti radicalement, disons, de l'opposition. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de le dire, la politique béninoise, il y a des limites qu'on ne franchit jamais. C'est connu, hein? Les gens ont pensé le pire depuis 2016 et qu'on sort. J'étais de l'opposition. On a pensé tout. Mais le Bénin s'est montré toujours supérieur à nous tous. Vous comprenez ça? Ça veut dire que après les combats que les autres ont faits, on sait quand même qu'il y a quelque chose de sacré dans ce pays qu'on ne peut pas dépasser. Et on est obligé de s'unir autour de ce sacré que ce pays a. Ce sacré, ça dépasse le visible même. Parce que vous savez, ce que le secrétaire et le vice-président chargé de communication pour parler du parti a dit à l'appel à l'unité, si vous savez ce qui se passe dans la sous-région, ce qui se passe dans le monde entier en général, il y a question quand même, il urge qu'on s'entende sur le minimum pour qu'on conserve ce qui a existé et qui est le label démocratique du Bénin en 1990. Le Bénin est le champion de la démocratie en Afrique. Nous avons le devoir et l'obligation de non seulement préserver la démocratie béninoise, mais de la préserver dans toute la sous-région et en Afrique en général. Et que sur ce label, on doit s'unir pour que jamais on entende que la démocratie béninoise a été remise en cause par n'importe quelle situation ou pas. Et que le plus grand appel à l'unité, c'est autour de ce label démocratique que nous avons. Que personne ne pense même dans son subconscient qu'il pourrait arriver une situation au Bénin qui va remettre en cause ce qui a été consolidé en 1990. L'unité, c'est là. On peut être de l'opposition de la mouvance en 1990. Les conférenciers se sont retrouvés, des gens exilés et autres de l'opposition de la mouvance en 1990, ils sont tendus sur cette unité. Vous comprenez ça? Que c'est l'appel en réalité au souvenir de 1990. Et en 1990, ce qui reste notre gage, c'est que l'armée béninoise en 1990 a pris souverainement la décision de retourner dans les casernes et d'y rester. Il faut leur rendre hommage. Ce n'est pas évident que l'armée du pays le plus turbulent, du pays qui a connu une série de coups d'État, puisse se ranger et dire désormais nous confions la nation juste aux acteurs politiques qui gèrent. Même si les acteurs politiques faillent, même s'il y a des crises à l'interne, l'armée reste toujours comme le garant de cette démocratie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le devoir, nous acteurs politiques, d'amener l'armée à rêver même un jour revenir au pouvoir. Et cette unité, on doit la faire obligatoirement. Parce que vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un instrument de communication politique stratégique pour tout le monde. Et ce qu'on y lit à des moments donnés peuvent avoir tendance à croire que certains, de par leur posture, rêvent qu'on pourrait remettre en cause le socle de 90. Et quand on lance l'appel, ce n'est pas seulement à la mouvance, ni à l'opposition, on l'appelle à tout le monde, qu'ils soient d'appareil civil ou pas. Ne pensez-vous pas, au regard de la situation actuelle du parti Bloc républicain lui-même, que cet appel devrait être entendu déjà à l'interne? Vous savez, s'il a eu le courage de le prononcer à l'extérieur,
c'est parce qu'il sait qu'à l'intérieur, ce discours est entendu. Parce qu'on ne peut pas aller devant des opposants politiques, leur dire d'avoir un comportement, si soi-même le comportement ne fait pas l'effort de le mettre en pratique. Vous savez, parce que vous avez dit que les chocs que le parti a reçus ont été tellement profonds qu'il aurait fallu faire des réformes. Et les réformes sont des solutions aux chocs. Et si le congrès a eu lieu et que vous n'avez pas eu de remous, ça veut dire que la pleine unité a eu lieu au sein du bloc républicain. D'accord. Vous avez également suivi les différents discours tenus au niveau du congrès du parti les démocrates. Et pour certains analystes, le ton a été quelque peu dur. Qu'en pensez-vous très rapidement? Nous sommes politiques. À des moments donnés, on monte un peu la tension et on redescend. C'est normal. Est-ce que l'unité attendue, l'unité prônée par le bloc républicain dans ces conditions n'est pas compromise? Non, ce n'est pas une question de parole, c'est une question d'acte. Les paroles ont été prononcées, mais ce n'est pas d'acteurs politiques. Pour comprendre si les paroles ont été dues, il faut voir les actes. Vous ne verrez pas les actes qui iront dans le sens contraire. Les paroles politiques permettent quand même de montrer qu'ils sont là. Vous savez, vous voulez que les démocrates qui sont l'opposition tiennent un discours qui fasse sourire les gens de la mouvance, mais c'est leur devoir, ils sont dans leur couloir. Du moment où leurs propos sont des propos dans le cadre des tests de la République, où ils montent la tension, pour montrer à leurs partisans qu'eux, ils sont l'opposition et que c'est eux qui sont la solution, ça marche. D'accord. Laurent Delors Faton, merci encore une fois. Je vous laisse conclure cet entretien. Je suis très content d'être sur votre plateau pour dire simplement à nos militants du bloc républicain que les chocs sont passés. L'avenir est devant nos radieux. Faisons confiance à nos dirigeants. Ils vont nous conduire à un bon port. Il n'y a pas d'inquiétude. Que tout ce qui se passe n'inquiète pas mes camarades du bloc républicain. Je suis un nouveau venu dans la maison, mais je me sens à l'aise. Je voudrais que ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent venir, nous rejoignent. On verra ce qu'on fait ensemble. D'accord. L'avenir ici sur ce plateau, c'est le plateau culture, l'invité culture, tout de suite avec Oncle Baza. Il s'appelle une figure de l'humour au Bénin, et ce depuis bien des années. Il va nous rejoindre par ici et on l'installe justement avec la régie. Avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Bonjour à toutes et à tous.
Après la nomination de Benoît Dato au sport, la nation notait 2 activités phares en une journée pour le nouveau ministre des Sports. D'abord, Benoît Dato a été installé dans ses fonctions de patron de la famille sportive béninoise dans la matinée du mercredi 11 octobre à la faveur de la passation de service entre son collègue Samou Seydou Adambi et lui. Puis il s'est rendu au palais de la Marina où il a pris part à la séance hebdomadaire du Conseil des ministres en prenant les destinées du ministère des Sports. Devant une frange de ses collaborateurs, Benoît Dato s'est engagé à relever les défis qui s'imposent au monde sportif. Le challenge ajoutait que le nouveau patron du sport béninois a déjà annoncé les couleurs en marge du tout premier Conseil des ministres. Le successeur de Osvaldo Meki a échangé avec le chef de l'État sur ses ambitions dans le secteur des sports. Et pour cette première sortie, Benoît Dato aura montré qu'il nourrit de sérieuses ambitions pour toutes les disciplines sportives et pour les athlètes béninois de façon individuelle. Fraternité indiquait en cours de semaine que les travaux allant dans le cadre de la phase 2 de la route des pêches doivent suivre leur cours. C'est dans cette dynamique que le Conseil des ministres du mercredi 11 octobre 2023 a adopté le décret portant déclaration d'utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre du projet d'aménagement et de bitumage de la dite infrastructure. Il a également adopté le décret portant indemnisation des personnes affectées. Indemnisation et dédommagement pour 728 personnes recensées sur le périmètre de la phase 2 de la route des pêches. Elles sont avec divers biens, dont 211 habitations. Ainsi, ces biens affectés sont du foncier non bâti, des plantes à valeur économique, des périmètres de culture, de même que des patrimoines culturels. Les tronçons que prend en compte ce projet sont l'axe à Dunko, porte du non-retour, y compris ses bretelles A et C à Dunko Kokokodji et porte du non-retour Djondji. Quant au dédommagement des nouvelles personnes affectées, le matinal confirmait que le dédommagement sera effectif. Les cybercriminels traqués dans le nord du pays vivent des temps chauds. Le matinal relatait qu'à Parakou, les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité intensifient leurs activités dans la partie septentrionale du Bénin, notamment à Parakou, au cours d'une opération qui s'est déroulée du samedi 7 au lundi 9 octobre 2023. 32 présumés criminels ont été interpellés dans la cité de Kobourou. Pour réaliser l'opération, les éléments du commissaire Donatien Tsoukou ont été appuyés par les unités de police de Parakou. Plusieurs objets ont été saisis lors des différentes perquisitions. Dans la suite, la nation affichait que l'encours des crédits octroyés par les systèmes financiers décentralisés au Bénin a connu une hausse de 8,8 milliards de francs CFA, soit une progression de 4,2% à fin juillet 2023, d'après la fiche sur la situation de la microfinance dans l'UEMOA au 30 juin 2023, BCAO septembre 2023. Le trimestre précédent, les crédits avaient baissé de 25 milliards 59 millions de francs CFA, soit une diminution de 10,7% sur la même période. C'était la plus forte baisse observée dans l'Union monétaire ouest-africaine, et ce malgré une hausse de 18 milliards 388 millions de francs CFA des dépôts. À fin juin, l'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance au Bénin a connu un accroissement de 4 milliards 500 millions de francs CFA, soit une hausse de 2,4%. Sur un tout autre plan, le matinal informait que le Bénin figure parmi les 10 pays en progression en Afrique subsaharienne, précise le rapport Africa's Pearls. Selon le document rendu public en début de ce mois d'octobre par la Banque mondiale, le Bénin est 6e au plan africain, juste derrière les 6 pays dont les performances sont établies. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, de l'Éthiopie, de l'île Maurice, du Rwanda et de l'Ouganda, qui ont maintenu des performances économiques solides. Le Bénin tient son rang dans ce rapport de sa performance estimée à 6,3%. De son côté, la nation rapportait qu'afin de s'assurer du bon déroulement de la formation
des formateurs sur la pédagogie active. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, a effectué une descente le vendredi 6 octobre dernier à l'école des métiers du numérique. À cette occasion, elle a partagé avec les apprenants la vision du gouvernement en créant une école dédiée aux métiers du numérique. Cette descente de la ministre du numérique et de la digitalisation témoigne de l'intérêt du gouvernement pour cette formation, estime le journal. Et puis avec Fraternité, il était question du ministère du Travail et de la fonction publique du Bénin qui, dans le cadre de son engagement pour la modernisation de l'administration publique, a élargi son offre de services digitalisés au profit de ses usagers clients. Ces nouveaux services en ligne via le portail national des services publics sont accessibles à l'adresse https://servicepublic.bj/. Le matinal expliquait qu'il s'agit entre autres de l'attestation de services faits ou bonne en fin d'exécution pour les prestations de services au ministère, de l'attestation de non-litige certifiant que la structure est en règle vis-à-vis de la législation du travail et n'a aucun litige pendant devant les services de l'inspection du travail. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Jean-Paul Moussou alias Oncle Bazar est dans les coulisses. Il sera reçu tout à l'heure par ici dans la rubrique Invité Culture. Mais tout de suite, analyse de l'actualité est parue dans les journaux cette semaine. C'est avec l'invité média et il est ici, Christophe Agon. Bonjour. Bonjour Naguib. Merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur général du quotidien Info Matin. Très rapidement, le tour de l'actualité. L'intérim a été très bref. Le ministère du Sport s'est trouvé tout de suite un titulaire. Et comme beaucoup de Béninois, vous vous êtes certainement demandé pourquoi lui. Alors, pourquoi lui? Bien, moi je peux dire tout simplement que c'est stratégique. Hein, vous savez, c'est par rapport à la démission du ministre Omeki, qui est pratiquement de la même zone que Dato. Donc, sûrement, c'est pour ne pas fâcher cette frange de la population que le chef de l'État a usé ainsi, je peux dire. D'accord. Alors, dans sa prise de fonction, il a semble-t-il donné le ton. Dès sa première prise de parole, hein, il a parlé d'entrée de rigueur, d'acharnement et de détermination. Pourquoi faire concrètement? Non, moi je crois quand même que les Béninois sont fatigués. Ils sont fatigués d'entendre les mêmes discours. Pour moi, hein, pour ma part, on veut le voir beaucoup plus à l'œuvre. Hein, les mots, nous sommes fatigués des mots. Aujourd'hui, le football béninois est totalement malade, je dirais même agonisant. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il va devoir faire. Justement, quels sont les défis, quels sont les chantiers les plus urgents, les défis auxquels il doit se frotter tout de suite? Bien, vous savez, l'histoire du football béninois, bon, quand je dis sport en général, hein, béninois, ce sont des querelles de personnes à l'interne qui va d'abord devoir corriger. Parce qu'il faudrait qu'on mette à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut. Donc il faut faire ce nettoyage d'abord dans l'écurie, hein, afin de baliser les terrains. Et, si possible, même, je dirais, est-ce qu'il ne faut même pas convoquer tous ces acteurs-là et s'asseoir pour réfléchir sur... Parce que seul, c'est bien beau, je ne le connais pas sportif réel, mais je crois que si le chef de l'État a choisi M. Dato, c'est sûrement parce qu'il en valait la peine. Il lui connaît des qualités. Voilà, on lui connaît des qualités. Nous c'est quelqu'un c'est une nomination surprise, hein, et c'est pas quelqu'un qui est tellement connu des médias. Voilà, il n'est pas tellement connu, donc on voudrait le voir d'abord à l'œuvre. Mais déjà, c'est de nettoyer l'écurie, hein, parce qu'il y a tellement de querelles interne. Justement, parlant de nettoyer l'écurie, ces querelles, on n'en finit jamais. On a passé tout le temps à le ressasser. Il faut réconcilier les acteurs, il faut nettoyer. Finalement, quand est-ce que, de quel temps disposons-nous pour avancer? Oui, l'enfant malade du sport, c'est surtout le football.
ne nous leurrons pas la face, c'est surtout le football. Moi, je crois quand même que ce qu'il doit faire, c'est de ne pas se précipiter dans les décisions. Vous voyez, et il faut baliser le terrain, comme je l'ai dit, même si possible, même suspendre toutes les compétitions. Nous avons des jeunes qui sont tellement bien. Moi, j'ai vu nos juniors jouer. Ce sont des qualités. Mais revoir un peu l'encadrement, les encadrer pendant au moins 2 ou 3 ans, d'accord? On suspend toutes les compétitions, on repart et le problème n'est pas lié. Des gens ont cru que c'était lié d'abord au nom. On est passé d'écureuil au guépard, c'est la même maladie qui continue. On est passé d'un entraîneur béninois à un entraîneur expatrié, c'est la même maladie qui continue. Donc aujourd'hui, le Béninois, vous savez, c'est le seul secteur où on ne connaît ni opposant, ni mouvancier. D'accord? Donc c'est un secteur qui réunit. Donc, on a envie de voir ce ministre des Sports remettre les pendules à l'heure pour que la joie revienne dans le cœur des Béninois. Parce que moi, je vous dis qu'il y a assez de Béninois aujourd'hui qui sont incapables de s'asseoir devant leur petit écran pour suivre le football. Quand il s'agit du match béninois, on dit, oh, ceux-là, ils vont encore pour nous, on y. D'accord. Le sport au Bénin, ce n'est pas que le football. Il y a d'autres disciplines qui marchent. Ouais. Et on l'a vu récemment avec les écureuils, non, les guépards boulistes. Et justement, à ce niveau, il y a un problème qui est là, qui est latent. Comment pensez-vous que le ministre va s'y prendre pour régler la crise justement au niveau de la Fédération béninoise de pétanque? Oui, moi j'apprécie d'abord ce qui s'est passé. Moi j'ai apprécié parce que aujourd'hui quand même, ce sport a quand même donné un peu plus de valeur, de visibilité au Bénin. Nous avons su, c'est la première fois d'ailleurs que nous voyons des Béninois ici à ce rang. C'est déjà bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football. Il y a le hand, le volley, ainsi de suite. Il y a d'autres secteurs quand même qui ont besoin d'être visibles. Moi, les décisions à l'interne qui ont été prises par rapport à la suspension du chargé de communication, je crois bien, et du second, je crois que cette situation est interne. C'est le président qui est non seulement le président africain de ce sport-là, qui en réalité a pris la décision. Je crois que c'est quelque chose déjà. Il y a eu une joie d'abord qui a été partagée par les Béninois qui, orphelins sur le plan footballistique, se sont retrouvés tout de suite totalement Béninois au niveau de ce sport. Donc le ministre, ça fait déjà l'un des premiers aspects qu'il doit pouvoir attaquer rapidement pour gérer cette crise à l'interne là qui a, je crois, trop duré. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines déjà, hein, près d'un mois que ça dure. Et silence radio, c'est décevant. D'accord, on va parler à présent du Congrès des démocrates déjà. Que pensez-vous du timing de ce premier congrès? Pourquoi maintenant? Bon, vous savez que dans l'arène politique béninois, c'est une première fois depuis l'arrivée du chantre de la rupture, c'est une première fois qu'on voit la gestion participative de l'opposition au majuscule. Donc aujourd'hui quand même, je crois que ce parti veut s'affirmer beaucoup plus davantage, peut-être dans les perspectives des élections de 2026. Bon, je vois un hôte de taille venir. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que dans les coulisses, quand même, j'aurais appris que le président Boni Yayi a démissionné de son poste. Justement, on apprend qu'il a démissionné de son poste de président d'honneur du parti. Mais pour pressenti pour être président du parti. Pourquoi lui? Ça veut dire tout simplement que l'homme n'est toujours pas fatigué. Hein? Il se dit quand même qu'il a encore son mot à dire. Ça veut dire tout simplement déjà que ce parti de l'opposition qu'est les démocrates n'auront pas déjà présenté comme futur président de la République, le président du parti, si ça se confirmait. Hein? Donc Boni Yayi, nous savons déjà que Boni Yayi n'est plus partant pour la course présidentielle, mais qui, entre l'autre pressenti pour être le premier vice-président, Eric Mundete, et Achade pressenti aussi pour être le deuxième vice-président, selon les coulisses. Je n'ai pas encore la version officielle. Maintenant, le problème, c'est que quel enjeu pour 2026? Boni Yayi, président du parti, est-ce que Eric Mundete, président de ce parti, en son temps, a l'appétit pour aller aux élections présidentielles? Est-ce qu'il y a plusieurs appétits
naissant parmi les démocrates, est-ce que l'arrivée de Boni Yayi, est-ce que c'est pas pour calmer un peu ces enjeux-là et qu'il fasse tout possible pour désigner un seul? Donc je crois que l'avenir nous le dira. Maintenant, bon, pourquoi Boni Yayi à la tête? Néanmoins, c'est une rétrogradation quand même pour Ere Koundété et peut-être d'autres personnes qui aspiraient au leadership de ce parti-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que Boni Yayi devienne comme ça, se mettre au devant du parti, va un peu plomber la dynamique qui est en cours au niveau du parti? Non, moi j'ai toujours dit quand même que 2026, au-delà de tout, comme les gens le disent, au niveau de l'UPR et du BR, les démocrates aussi seront en difficulté. Parce que aujourd'hui, par exemple, qu'on le veuille ou pas, le leader charismatique des démocrates, c'est malheureusement le président Boni Yayi, qui n'est plus partant. Donc, est-ce que ce parti pourra s'entendre pour prendre quelqu'un que ça... Bon, je ne suis pas régionaliste, mais quand même, est-ce que ce serait quelqu'un du Nord ou quelqu'un du Sud? Le problème se pose réellement. Donc, est-ce que les démocrates pourront s'entendre pour dégager un seul individu qui pourra porter le chapeau pour les élections de 2026? Moi, je dis, il y a plusieurs points d'interrogation là. Donc, je crois les heures, les jours et les semaines et les mois à venir ou bien les années à venir nous le diront. D'accord. Pendant ce temps, le Bloc républicain, lui, il est en tournée de remobilisation. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Et ça s'anime un peu, on va dire, ces temps-ci. 2026, tout le monde se prépare. Oui, tout le monde se prépare. Vous voyez un peu, voilà aussi un parti politique dont le président ne pourra pas aussi briguer la magistrature parce étant frappé par l'âge, le coup de l'âge. Et nous ne voyons pas aussi naître des pressentis, ainsi de suite. Bon, on entend Bertin Corby dire que lui, il est partant. Bon, on connaît notre frère. Est-ce qu'il est en train de jouer, ainsi de suite? Mais il a déjà affirmé qu'il veut bien le faire. Mais qui sont ceux qui sont pressentis pour être encore? C'est un gros point d'interrogation parce qu'au niveau du BR, beaucoup de choses se font peut-être en coulisses. Maintenant, il faut vous dire quand même, le résultat pour les élections législatives, ça n'a pas trop reflété la réelle image et popularité du BR. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être que le président a initié cette tournée de remobilisation pour les mettre encore en ordre de bataille pour 2026. Mais le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de tous les partis politiques, et je sais que ce serait terrible au niveau des trois blocs, c'est-à-dire que ce soit les démocrates, l'UPR et le BR, le problème qui va se poser, c'est qui pour aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République n'est plus aussi partant. Parce que ça justement, parlant de qui pour aller aux élections, le Bloc républicain était présent hier à la cérémonie d'ouverture du congrès des démocrates et le Bloc républicain a appelé à l'unité. Et dans les discours, il semble que les démocrates aussi soient allés dans une dynamique qui ressemble quand même à cette unité-là. Est-ce que vous percevez par exemple la possibilité d'un rapprochement entre le bloc républicain, le parti et les démocrates? Bon, ce serait du leurre. Et je crois quand même que cela présage quand même de la vitalité de la démocratie béninoise et que le bloc républicain soit présent au Congrès ou même que l'UPR soit présent au Congrès, c'est déjà bien. Ça prouve quand même que quelles que soient nos querelles, nous sommes toujours ensemble. Le bloc républicain qui parle d'unité et les démocrates qui parlent de dialogue autour du candidat de 2026, il y a peut-être là un signe. Bon. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, Naguib. Vous savez, le Bloc républicain ne peut que parler de l'unité. Et ils aspirent dans la continuité parce que, étant de la mouvance, eux, s'ils veulent gérer le pays, c'est que c'est dans la continuité de la rupture. Alors que les démocrates sont aussi dans leur position de parti d'opposition qui, eux, aspirent aussi à diriger le pays là autrement. Et on a besoin de l'unité. Sûrement, c'est la gestion du champ de la rupture qui n'est pas peut-être du goût des démocrates, et c'est ça en réalité, ceci rentre dans la vitalité de la démocratie qui, eux aussi, ils ont soif de gérer le pouvoir. Donc que moi je retrouve le Bloc républicain aux côtés
des démocrates, c'est tellement beau à voir. Et c'est de ça que les Béninois ont en réalité besoin. D'accord, c'est de ça que les Béninois ont besoin. Je crois que nous serons davantage servis les jours, semaines et mois à venir. Christophe Agon, merci de votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur général du quotidien Info Matin. Vous êtes journaliste, analyste politique et nous vous remercions. Vous allez certainement revenir par ici à d'autres occasions. Ce serait toujours avec plaisir. Mesdames, Messieurs, tout de suite, l'invité culture. On l'installe et on revient. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. École de Cotonou et Abomey-Calavi, prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la Mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. En plateau avec nous, Jean-Paul Amoussou à l'état civil, mais très peu connaissent justement son nom. Il faut plutôt dire Oncle Bazar. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, Oncle Bazar. Bonjour Naguib. On ne vous présente justement plus, humoriste, cinéaste, vous avez fait du chemin jusque-là. Et on va certainement en parler. Déjà, ça vient d'où, Oncle Bazar? Pourquoi Bazar? Oui, Oncle Bazar, vous savez, les bazars, c'est des petits magasins qui sont situés dans un pays qu'on appelle le Liban. Et arrivé à Beyrouth, on découvre ça. Et une fois rentré au pays, on a rapporté ce que nous avons vu à nos neveux, nièces à la maison. Et c'est comme ça qu'ils ont crié Oncle vraiment Bazar. Et c'est devenu Oncle Bazar. Ah, voilà. D'accord. Vous êtes donc humoriste et cinéaste. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment vous vous êtes retrouvé faisant de l'humour? Moi-même, je ne peux pas savoir. Je ne pouvais pas savoir parce que je l'ai commencé petit en Côte d'Ivoire et j'ai grandi avec au Bénin. C'est inné. C'est dans le sang, comme le dit l'autre, c'est sanguinaire. Hein? D'accord. Et depuis, vous avez fait du chemin. Vous avez plusieurs titres à votre actif. De toutes vos œuvres, laquelle vous a le plus révélé? Djibiti. C'est un film que j'ai tourné au Bénin, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est ce film qui a plus, le film béninois, qui a plus remporté de prix à l'international que tout. Donc ça m'a marqué, ça m'a révélé et aussi ça m'a enrichi. D'accord, pratiquement une vingtaine d'années depuis que vous tenez en haleine le public béninois. Quel est votre secret? Le public béninois, c'est depuis 91. Hein. Et mon secret, c'est que le riz est automatique, systématique chez moi. Et dans mon corps, je ris tout le temps, je ne tombe jamais malade. Et c'est un remède vraiment pour mieux vivre et vivre longtemps. Voilà. Alors, de toute cette carrière relativement longue, tout de même, que retenez-vous? En gardez-vous de bons souvenirs? Bons souvenirs? Oui. Le meilleur souvenir que je puisse garder, c'est celui de Calavi. Il y avait eu un show à Calavi avec Panthère Noire et Oncle Bazar, Presse Yadjo. Et puis je me suis déguisé en femme. Et il y a eu un remue dans la salle. Il y a eu de la pagaille des jeunes et des casses, tout ça. Et moi,
j'ai couru, je suis allé me réfugier dans une brousse à l'intérieur de la mairie de Calavi. Quand Kromimbo, paix à son âme, aussi cherchait un abri, Panthère Noire, cherchait un abri et me découvre que c'est une femme qui s'est cachée ici et voulait passer à l'acte. Et je lui ai dit que c'est moi, Oncle Bazar. Alors, il se dit que la culture, néanmoins, en général, ne nourrit pas son homme. Sous nos cieux, peut-on en dire autant du cinéma, par exemple? Le cinéma, malheureusement, meurt au Bénin. Le cinéma ne vit pratiquement plus bien. Et je m'inquiète sur le sort de ces milliers ou centaines d'étudiants qui sont libérés et largués dans ce monde-là. Le cinéma béninois n'est plus ce qu'il était dans ces années où nous on a démarré, on a commencé. Vous savez que j'ai étudié aux États-Unis. J'ai fait l'université de Philadelphia. J'ai étudié le langage du cinéma. Et quand le professeur, en anglais bien sûr, demandait la définition du cinéma, tout le monde donnait n'importe quelle définition. Mais moi, j'ai levé mon petit doigt et j'ai dit cinéma égale argent. Ben, j'ai fait. Bon, les Blancs m'ont applaudi ce jour-là. Hein, en tant que noiro, le seul noiro de la salle. Bon, voilà. Et on dit cinéma égale argent. Ça dit monnaie, quoi. Oui, justement, parce que ça doit conduire à une industrie. Et cette industrie, derrière, c'est toute une économie. C'est toute une économie. Et si dedans, il n'y a pas ça chez nous, au Bénin, il n'y a pas l'argent pour produire. Et des gens, d'aucuns disent, mais Oncle Bazar, pourquoi on ne vous entend pas? Pourquoi on ne... Mais je ne veux pas aller gaspiller des millions et ne rien en bénéficier en retour. Et après, passer dans des tribunaux pour discuter de comment apurer les dettes. C'est pas possible. Pourquoi c'est ainsi? On voit quand même que dans la sous-région, et même plus loin, ici en Afrique, il y a quand même une sorte de renaissance du cinéma. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, il y a quand même un travail qui se fait. Pourquoi le Bénin ne s'aligne-t-il pas sur cette évolution-là? C'est parce que nous avons voulu politiser la culture. La culture, c'est l'élément le plus précieux qu'un peuple devrait avoir et ne pas la livrer à la politique. Mais malheureusement, chez nous, nous l'avons livré aux politiciens et puis, bon, c'est politisé. On ne sait pas où en sommes-nous, même dans la culture en général. Ce n'est pas l'homme politique qui viendra mettre dans ma tête ce que je vais dire pour faire rire un public. Ce n'est pas l'homme politique... et qui ira tourner le phare, par exemple, jeter le phare et dire ah, c'est ça je veux, c'est pas possible. Maintenant, si nous honorons tous ces éléments qui ne peuvent pas contribuer à l'évolution de la culture et qui sont malheureusement inclus aujourd'hui dedans, bon, c'est que c'est dommage pour nous de définir pourquoi la culture ne marche pas en général au Bénin. Moi, j'ai généralisé parce que c'est général, ce n'est pas seulement le cinéma. D'accord. Parlant particulièrement du cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? De quoi a besoin le cinéma béninois pour ne serait-ce que se lancer? Le cinéma béninois aujourd'hui a déjà tout ce qu'il lui faut pour véritablement se lancer. Vous voyez les jeunes étudiants qui sortent des écoles aujourd'hui au Bénin sont des excellents réalisateurs, excellents acteurs de cinéma, mais n'ont pas les moyens de prouver ce qu'ils ont appris à l'école. Si aujourd'hui, nous voulons faire évoluer le cinéma, c'est de penser, solliciter ceux-là qui s'y connaissent, qui connaissent le cinéma, je veux dire, et de passer à une table ronde et de leur poser la question de savoir mais de quoi vous avez besoin pour faire évoluer notre cinéma. Pourquoi vous êtes au retrait carrément de tout ce qui est de ce qui se passe? Mais c'est parce que nous, c'est vrai, il y a la liberté d'expression chez nous, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire que j'ai des dizaines de scénarios ou de scénarios qui sont déjà écrits et qui sont là. Et je n'ai pas les moyens de les mettre sur le plateau et de tourner. D'accord. Malgré toutes ces difficultés, tout ce qui se passe, comment entrevoyez-vous quand même l'avenir du cinéma au Bénin? Est-ce qu'il y a quand même un espoir? Aucune lueur d'espoir
dans le cinéma aujourd'hui. Si nous le lisons vraiment... Non, je ne suis pas pessimiste. Non, non, non. C'est une lecture que je fais. C'est une lecture. Et ce que je vous dis, ça a commencé depuis plus de 15 ans. Hein. Ce n'est pas maintenant que les hommes politiques d'aujourd'hui qui le font. Non, jamais. Ça a commencé depuis 15 ans. Où la politique est rentrée dedans, comme ça. Nous, entre-temps, à notre début, on ne connaissait pas l'argent. Nous avons quelque chose dans la tête. On veut prouver aux gens que, bon, nous savons faire quelque chose. Hein? On ne courait pas derrière l'argent, on ne connaissait pas l'argent. Hein? Aujourd'hui, si vous jetez l'argent dedans, d'abord, avant que nous ne produisions, nous sortions un film comme ça, en ce temps dont je vous parle là, il y a des mécènes aussi qui contribuent, qui nous viennent à l'aide. Et sûrement, ils ne sont pas tous nationaux. Il y a des mécènes à l'international que nous sollicitons également. Hein? Mais depuis que la politique est rentrée, tous ces mécènes-là, bon, on fait dos au cinéma béninois. D'accord. Oncle Bazar, vous avez quelque peu disparu de la scène récemment. Que s'est-il passé? Est-ce à cause de ces problèmes, justement, ou y a-t-il un projet? Qu'est-ce qui est sur le feu actuellement? Bon, il y a votre question d'abord. D'après vous, c'est une question, mais d'après moi, c'est multiples questions que vous avez posées. Et nous avons déjà dissipé les problèmes liés oui, mais on n'a peut-être pas eu le temps d'entrer en profondeur sur ce que les particuliers ou les acteurs que vous êtes peuvent apporter quand même pour remédier à cette situation. On va peut-être en parler très rapidement. Oui, moi... En attendant, justement, que le mécanisme se mette en place du côté des politiques, que pouvez-vous faire, vous, en tant qu'acteur, pour essayer quand même de relever un peu la situation? De relever la situation, c'est mon cerveau. Mais si on sollicite mon cerveau, je le mettrai à disposition gratuitement et sans récompense numéraire aucune. D'accord. Maintenant, si je reviens à votre question, pourquoi j'ai quitté la scène? Je n'ai pas quitté, je travaille en sourdine. J'ai des films que j'ai tournés, soit au Bénin, soit au Maroc. Surtout, j'ai trois films déjà, courts-métrages, que j'ai tournés au Maroc, et 2 au Bénin déjà. Voilà. Et bon, vu le paysage de diffusion dans le monde aujourd'hui, il n'y a plus de CD pour rentabiliser directement les dépenses effectuées. Mais il faut nécessairement passer par le numérique, passer par les réseaux sociaux, tout ça. Moi, ça me fait de la peine parce que tourner un film, vous savez, c'est pas amusant. C'est le travail le plus difficile que je puisse imaginer et découvrir au monde. Celui que vous connaissez le plus surtout. Voilà, celui que je connais le plus. Maintenant, je ne veux plus faire faillite. J'en avais déjà fait dans le passé. J'ai dû faire recours à des mécènes pour pouvoir apurer cette dette-là que j'ai connue. Mais je ne veux plus. J'attends que le paysage soit reluisant et clarifié avant de me relancer dans ce schéma. Alors, pendant ce temps, vous serez en train de faire quoi? Bon, pendant ce temps, je serai en train de créer une école de théâtre chez moi à Grand Popo. Je suis à Grand Popo, je dors à Grand Popo. Je serai en train de créer une école de théâtre et d'enseigner le théâtre aux tout nouveaux qui veulent transmettre le savoir, la flamme aux générations qui viennent. Merci, oncle Bazar, d'être passé nous voir. Je vais peut-être vous laisser conclure. Oui, conclure, c'est de demander à tous les mélomanes, les fans, de prier pour le cinéma et l'humour béninois, pour qu'il ne meure pas et pour qu'il ressuscite s'il mourait et que nous reviendrions en force. Et que ceux-là qui ont connu aujourd'hui, ça leur parvient comme nostalgie, que vraiment Oncle Bazar et Prince Yadjo redeviennent encore des acteurs et actifs qu'ils avaient connus dans les années 90. Je vous remercie. On l'espère en tout cas.
Ce sera tout donc pour cet entretien et le grand format. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et merci encore une fois de votre fidélité à Canal 3. Retrouvez la grande édition du journal télévisé à partir de 19h30. Et d'ici là, prenez soin de vous.